attends quelque chose, Michel? Hein? Tu attends quelque chose? Simplement demander si Les règles là-bas. Ah bon, c'est là-bas que ça va se passer? Non, non, c'est ici, mais c'est la présentation d'abord officielle. Et après, vous allez... Après, Arrêtez tout. on arrête pour une minute pour que les gens qui vont parler, ce soit Ah ici. bon, alors, soit- d'accord, on commence. Oui, tout le monde. Est-ce qu'on peut commencer? Can we begin? Quand Roman Serbin m'a invité de participer à ce colloque, je l'ai prévenu que mon sujet, les mencheviks russes, donnerait une communication plutôt fragmentaire. Roman, avec le charme et l'insistance qu'on lui connaît, a quand même poursuivi en m'assurant que ça serait néanmoins intéressant d'en parler. Et en fait, je crois que nous avons eu tous les deux raison. Ce que les mencheviks ont dit sur la famine est fragmentaire. En même temps, c'est intéressant. Alors, la communication qui suit est divisée en trois parties. Tout d'abord, je vais essayer de décrire la position des mencheviks en général. Dans un deuxième temps, je vais essayer de résumer ce qu'ils ont dit de la famine. Et dans un troisième temps, je vais essayer de tirer un certain nombre de conclusions. Essayons de commencer avec les mencheviks comme tels. En ce qui concerne les mencheviks en exil, qui publient le Sozialistisches Westnik à Berlin de 1921 à 1933 et à Paris de 1933 à 1940, il y a trois faits saillants à retenir. Tout d'abord, ils sont remarquablement bien informés, en général, sur l'URSS. Ils sont les premiers à publier une partie du testament de Lénine en 1923. Ils publient la lettre d'un vieux bolchevique en 1936, qui demeure toujours une source importante pour la connaissance de la période. Ils ont un réseau de correspondants en URSS, un réseau qui est affaibli, mais non pas détruit par le procès menchevique de 1931. Ils ont un certain nombre de contacts avec des bolcheviks hautement placés. Et finalement, ils ont une connaissance intime des statistiques et des données soviétiques. Deuxièmement, la politique des mencheviks s'est définie par ce que les mencheviks appellent la ligne Martov. C'est-à-dire, les mencheviks essaient de défendre la révolution russe. Cela peut aller jusqu'à un appui du régime. Par exemple, durant la guerre civile, les mencheviks se rangent du côté du pouvoir bolchevique. Mais normalement, la ligne Martov s'exprime par une critique des politiques du régime comme étant utopistes et incohérentes. En fait, la stratégie des mencheviks consiste à vouloir ressusciter les organisations autonomes des travailleurs afin de faire pression sur le régime dans la direction d'une démocratisation. Le troisième fait à retenir sur les mencheviks en général, c'est que cette ligne Martov que je viens de décrire est sérieusement ébranlée à partir de 1929 par les développements en URSS. Les mencheviks russes, comme d'autres partis de l'internationale socialiste à laquelle les mencheviks appartiennent et où ils jouent un rôle important, se trouvent divisés. Certains mencheviks, notamment Fyodor Dan, essaient de s'en tenir à la ligne Martov et glissent par ceci vers une position qualifiée de gauche. D'autres mencheviks, tels Abramovitch, tels Nikolaïevski, évoluent vers un rejet total du régime soviétique et de ses possibilités socialistes. Voilà donc la situation des mencheviks au début de la période qui nous intéresse. Passons maintenant à la deuxième partie de ce que je voulais dire, la famine comme telle. Ce que j'ai à dire là-dessus se laisse diviser aussi en trois parties, et je citerai extensivement du Sozialistisches Westnik pour rendre aussi fidèlement que possible le tableau qui se dégage de la presse menchevique. Dans un premier temps, il y a des prévisions, peut-on dire, de la famine qui s'annonce. En fait, les mencheviks suivent bien et de près la collectivisation. En mois de juin 1929, le Sozialistisches fait état de plus de 1000 cas de résistance massive à la collectivisation. En mars 1930, le Westnik cite un bolchevique haut placé anonyme qui aurait dit nous devons détruire 5 millions de gens afin de réaliser le socialisme dans les campagnes.
En juin 1930, le Viestnik publie une directive secrète sur la dékulakisation, une directive attribuée à Kaganovich et à Jagoda, où on distingue 3 groupes de kulaks. Le premier qu'il faut fusiller, le deuxième qu'il faut déporter dans les camps, le troisième qu'il faut chasser de la région où ils habitent. En même temps, toujours durant l'été de 1930, le Viestnik fait état du dumping soviétique, fait état du fait que le prix du seigle a baissé de presque 50% sur les marchés mondiaux à cause des exportations soviétiques. Mais en fait, c'est en août 1930 qu'il y a la première attention à une famine qui se dessine. Dans un éditorial du Viestnik qui s'appelle la guerre pour le pain, qui est daté du 30 août 1930, l'éditorialiste parle des énormes difficultés du régime soviétique pour réaliser la récolte. Néanmoins, conclut l'éditorialiste, on ne peut pas considérer cette tentative comme vouée à l'échec d'avance à cause des baïonnettes du régime. Néanmoins, même si le régime réussit dans son but, ce sera une victoire de Pirée. Dans ce même numéro du Viestnik, donc toujours de août 1930, un article fait état de la chute dans la production agricole, même par rapport à 1916, et identifie la chlebozagatovka, c'est-à-dire le stockage, la procuration des céréales comme le problème principal. Enfin, nous reviendrons à cela. L'article déclare que on connaît un empirement aigu de la situation de l'alimentation pour les villes, dans les produits laitiers et dans la viande cette année, sans doute pour les céréales, ça sera sinon cette année à partir de l'année prochaine. Pour sauter à un an plus tard, en août 1931, le Viestnik fait un bilan provisoire. Il fait état du fait que beaucoup moins de céréales ont été ramassées que dans l'année précédente. Néanmoins, le Viestnik estime toujours que le régime remplira près de 100% de ses plans grâce à la force, à la puissance de l'appareil chargé de la procuration des céréales. En février 1932, donc quelques mois plus tard, le Viestnik fait état, par une correspondance particulière, du renchérissement effrayant de la vie dans les villes. Les prix sont montés de façon tout à fait inattendue, écrit le correspondant, surtout pour le pain, qui est monté ces dernières semaines entre 30 et 100%. Tout de suite après, on connaît un article également grâce à un correspondant à Moscou, qui s'intitule « Ça va mal avec l'alimentation » et la correspondance se dit comme suit. À Moscou et à Leningrad, ainsi que dans certaines autres grandes villes, il est encore possible pour quelqu'un qui a un approvisionnement garanti, on repart des cartes, j'imagine, de se débrouiller bien que mal. Mais dans les petites villes, on a tout simplement faim. C'est seulement les spéculants qui se sauvent avec leur vie. Ça va très mal dans les campagnes. Dans beaucoup de régions, on fuit les kolkhozes. Dernièrement, on voit un attroupement des paysans cherchant n'importe quel travail dans les villes. Toujours en mars 1932. Peu après, le Viestnik rappelle que l'exportation du pain pour cette année, donc pour 31-32, a baissé, mais l'exportation de tous les autres produits alimentaires a grandi et monté. On passe maintenant de ces signes précurseurs, si vous voulez, de la famine, à la description de la famine comme telle. En juin 1932, on a un article qui s'intitule simplement « Golod na Ukraine ». L'article affirme qu'en 2 ans, en Ukraine, on a multiplié les procurations de grains, des céréales, 5 fois, pendant que les surfaces sémées ont grandi de 5 à 6% à peine. C'est la fin absolue, la fin politique, dit le Viestnik. Et on n'en dit pas un mot dans la presse soviétique.
Dans le même numéro du Viesnik, on renforce l'impression donnée par l'article par des correspondants ouvriers. Un correspondant qui écrit que pour nourrir sa famille, il aurait besoin d'au moins 50 roubles par jour, rien que pour la nourriture, étant donné les prix effrayants de la nourriture dans les villes. Et pourtant, il ne gagne que 100 roubles le mois. Au cours de l'été 1932, les références à la famine se multiplient. En juillet, un correspondant du Viesnik écrit qu'au sommet, c'est-à-dire dans les cercles dirigeants, on parle de disputes entre les têtes bolcheviques, certains dirigeants bolcheviques affirmant que tant que les travailleurs ont faim, on ne peut pas augmenter la production. Également, en juillet 1932, le correspondant affirme de façon prudente, on parle de 3 millions de personnes qui se déplacent à la recherche du pain. À chaque gare, on voit leurs yeux affamés. En Ukraine tout entière, la situation est indescriptible. La faim la plus authentique règne. On mange un pain fait d'herbe, de peau d'arbre. Le Viesnik rappelle le caractère irrationnel du phénomène en faisant valoir de nouveau la politique d'exportation des céréales. En particulier, en août 1932, le Viesnik reprend un article publié dans la presse allemande évoquant le fait que des transports de céréales ont été détruits. Or, ce que les journaux allemands n'ont pas dit, c'est que ces transports de céréales, c'était en fait des transports de céréales soviétiques. À l'automne, le Viesnik est de plus en plus sombre. Enfin, tous les espoirs d'une amélioration de la situation alimentaire pour cette année sont détruits. Ceci en octobre 1932. En novembre 1932, les correspondants du Viesnik brossent une image des villes. Dans les villes, les fonctionnaires et les travailleurs vendent tout pour acheter du pain. Il y a des vols sur une grande échelle. Dans les usines, on arrête de travailler en exigeant la nourriture. Les experts étrangers fuient parce qu'on leur refuse les devises avec lesquelles ils pourraient acheter de la nourriture. Finalement, en décembre 1932, et suite à ce que je viens de lire, un éditorial du Viesnik s'intitule Pred Kronštatske настроения, et la comparaison est faite avec la fin de 1920-21. Cette description de la famine continue en mai 1933. Nous avons une correspondance qui se lit comme suit. Le sommet s'intéresse aux grands problèmes internationaux. Bien sûr, c'est la période où Hitler vient de prendre le pouvoir en Allemagne. Mais tout ce qui intéresse la population, c'est la faim et les expulsions. Dans beaucoup d'endroits, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de pain mangeable, on mange des substituts. Les villes débordent d'enfants affamés et empestés. Ce n'est qu'en juin 1933 que le correspondant du Viesnik, à tort ou à raison, laisse entrevoir une faible lumière d'espoir. Il écrit que ça ne va mieux qu'à Moscou et dans quelques grands centres. On continue de parler que de la faim en Crimée, en Caucase, en Ukraine et dans le Volga. Ceci pour l'étendue de la famine. Finalement, en septembre 1933, le correspondant du Viesnik fait un article qui en fait est un post-mortem sur la famine. Un article qui s'appelle « Ukrainskoye dérevnie », où il écrit on peut dire avec confiance que le slogan stalinien « Détruire le kulak comme classe » est réalisé. Il faut ajouter que le Sérézniak et les Biedzniak aussi est détruit, pas politiquement, mais physiquement. L'article continue cependant. Il faudra avouer que dans l'essentiel, les kolkhozes fonctionnent. Les bolcheviks appellent cela socialiste. Le seul élément du socialisme, c'est que tout est subordonné au plan. Pour le reste, c'est l'exploitation misérable de la pommier-cité ordinaire. Ceux qui sont exclus sont condamnés à la mort par la faim. Ceux qui travaillent reçoivent à peine assez pour le travail. Leur allocation laisse rien pour la famille. Il n'y a aucune avance de pain qui est consentie avant que les normes ne soient remplies. Les kolkhozes sont construites au prix de la destruction physique de centaines de milliers de personnes. Le correspondant rappelle que, toujours en septembre 1933, qu'il y a un nouveau slogan, rendre le kolkhoznik prospère, mais en fait, d'après les calculs qu'on fait,
il y a même les nouveaux quotas qu'on assigne au kolhoznik sont à peine suffisantes pour le faire vivre et certainement pour faire vivre sa famille. Avec ces articles-là et encore des dernières mentions du gaspillage, du caractère irrationnel de processus qui viennent de se dérouler, en décembre 1933, le Viesnik rappelle que des dizaines de milliers de tonnes de pain pourrissent parce que le régime a ramassé et stocké les céréales tout de suite en craignant que les paysans ne les mangent ou ne les vendent en application du décret sur la répartition des surplus du pain. Mais avec ces références-là, les mencheviks passent en fait à l'évaluation de la famine, l'analyse de la famine, qui constitue la dernière partie de ce qu'ils ont à dire là-dessus. Cette analyse de la famine commence déjà en août 1933, quand un article fait le contraste entre la famine de cette année, 1932-1933, avec 1920-1921. Le contraste, en fait, est qu'en 2021, la faim était absolue, ce qui laisse entendre que la faim n'est pas absolue, 32-33, mais l'article souligne maintenant la faim règne sans qu'il y ait pénurie. Des nombreux millions de paysans, des Yedinoličniki, sont affamés. Ceux qui ne sont pas admis dans les kolkhozes meurent de faim. Les kolkhozniki, eux, ils ont une allocation. Ce même thème est poursuivi, et toujours en août 1933, dans un article qui s'appelle Golod bez Neurojaya, écrit par l'économiste bien connu Solomon Schwartz. Des millions sont affamés, dit-il, des milliers meurent d'épidémies ou d'exténuation. Dernièrement, il y a eu de nombreux reportages étrangers, mais on ne pose pas la question pourquoi la famine. Habituellement, on attribue la famine à la collectivisation. Mais comment? Est-ce qu'on a réduit les semailles ou est-ce qu'on a réduit la récolte? En fait, dit Schwartz, les collectes de 1931 et 1932 étaient plus élevés que ceux de 1928-1929 quand il n'y avait pas de faim. Si c'était la collectivisation qui était responsable pour la famine, il devait y avoir un rapport entre la faim et le pourcentage des terres collectivisées. Or, dit Schwartz, en Ukraine, 67% des terres ont été collectivisées. Dans le Bas-Volga, 91% des terres ont été collectivisées. Et néanmoins, la famine la plus importante règne en Ukraine et pas dans le Bas-Volga. Alors, la faim n'est pas proportionnelle à la collectivisation, elle est proportionnelle au stockage des céréales. Ce thème est celui auquel les mencheviks reviennent. Et en fait, c'est leur dernier mot là-dessus. En décembre 1933, il y a un long article intitulé « Encore sur la faim et sur ses causes ». L'article se réfère à une étude de la famine faite par Sergei Prokopovitch, économiste en fait, très célèbre, ancien ministre. Prokopovitch voyait la cause de la faim, pas tellement dans le bas niveau de la récolte, que dans la quantité de pain qui revient à chaque personne dans une population à croissance rapide. C'est-à-dire, Prokopovitch mettait la responsabilité pour la faim dans la campagne sur le dos de l'ouvrier et de la ville. Alors, le Viesnik des mencheviks exprime sa satisfaction de voir que Prokopovitch constate aussi que la cause fondamentale de la faim n'est pas dans la collectivisation ou dans la transition à la mécanisation, mais plutôt dans la politique du stockage du pain. Enfin, une politique qui enlève des stimulants économiques aux paysans et qui affame, dit le Viesnik, systématiquement la campagne. Mais le Viesnik va même plus loin. Enfin, le Viesnik estime que la collectivisation a même adouci en quelque sorte les effets négatifs du prélèvement forcé du pain et de sa distribution monopolistique par l'État. De même, le Viesnik prétend que Prokopovitch se trompe sur plusieurs points. D'abord, Prokopovitch prétend que la productivité de l'agriculture a baissé durant les années du plan.
Or, ceci est vrai seulement en ce qui concerne le bétail. Dans les autres branches de l'agriculture, affirme le Viesnik, on constate une croissance des surfaces sémées et de la production, quoique avec des zigzags et de façon très lente. Prokopovitch prétend aussi que ce sont les kolkhozniki qui ont souffert le plus de la famine. Or, c'est faux, dit le Viesnik, ce sont au contraire les Yedinolichnik. Surtout, et là-dessus le Viesnik conclut, Prokopovitch voit la lutte comme étant une lutte entre la campagne et la ville. Nous, les mencheviks, nous voyons la lutte comme étant une entre le régime et les paysans. Voilà en forme très, très schématique ce que les mencheviks auraient dit de la famine pendant cette période la plus intense. Essayons de reprendre quelques conclusions de ce que je viens de dire. En fait, ces conclusions devraient être posées peut-être sous la forme de questions. En fait, la première serait de savoir pourquoi les données présentées par les mencheviks sont-elles fragmentaires, enfin, car elles sont. Les mencheviks parlent de plusieurs centaines de milliers de vies tout au plus. Ils évoquent un chiffre maximal de 3 millions de paysans déplacés, donc nettement en deçà des chiffres réels. Je pense qu'il y a deux raisons pour cette sous-estimation de la magnitude de la famine. La première, c'est une raison d'ordre conjoncturel. C'est que le réseau menchevique fonctionne mal en 1931, 32, 33. Comme je l'ai mentionné, les mencheviks sont très ébranlés par le procès menchevik de 1931. Ils sont préoccupés par les événements dans l'Ouest. À titre d'exemple, les mencheviks en exil eux-mêmes sont obligés de fuir Berlin au printemps 1933 pour Paris. Les mencheviks russes sont en mauvais termes avec les sociodémocrates ukrainiens en exil et donc n'obtiennent pas des informations nécessairement sur ce qui se passe en Ukraine. Mais au-delà de cela, il y a une raison fondamentale qui explique le caractère fragmentaire de ce que les mencheviks disent sur la famine. C'est que les mencheviks sont surtout un parti ouvrier. Ils n'ont pas de contact à la campagne. Et en fait, ce qui est frappant dans leur analyse, c'est qu'ils voient tout de la perspective des villes. Le Viesnik se préoccupe de la famine surtout à partir du moment où l'approvisionnement des villes est menacé. Et quand l'approvisionnement des villes s'améliore, leur intérêt décline. Deuxième question à poser, à titre de conclusion, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la présentation de la famine par les mencheviks. Eh bien, de la perspective de ma recherche, en fait, ma recherche sur les mencheviks en exil, ce que j'estime intéressant, c'est la tentative des mencheviks de réconcilier la famine avec certains a priori idéologiques. Dans la perspective des mencheviks, la collectivisation est une mesure progressive. C'est une mesure certes prématurée dans les conditions soviétiques, c'est une mesure réalisée de façon brutale, soit, mais c'est une mesure progressive quand même. Voilà pourquoi les mencheviks insistent que ce n'est pas la collectivisation qui est responsable pour la faim. Et en fait, c'est justement la gauche menchevique, l'aile des mencheviks qui est le plus proche des bolcheviks, qui insiste le plus là-dessus. Mais voilà que les mencheviks sont imprégnés dans une contradiction insoluble. Si ce n'est pas la collectivisation qui est responsable de la famine, ni les facteurs strictement naturels ou économiques, tels qu'une baisse de la production, alors la famine doit être causée par la volonté du régime. Or, c'est cette thèse qui est affirmée, qui est présentée, et c'est devant cette thèse que les mencheviks se retirent et refusent de tirer les conclusions qui s'imposent. J'imagine que c'est précisément pour tirer ces conclusions que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui. Merci bien. Merci, M. Lubac. Et maintenant, on peut prendre une petite pause de 10 minutes